Bon week-end à vous, mesdames et messieurs. Spécial débat reçoit pour vous Donald Kabasele. Nous allons parler de l'actualité, nous allons parler de bien d'autres choses aussi. Très heureuse d'être avec nous, Donald Kabasele. Merci, Madame Kimontou. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Cadre de l'UDPS, mais aujourd'hui, Donald, je vous attaque de front. Il y a au sein de l'Union sacrée, je resterai un peu aussi au sein de l'UDPS, une certaine intolérance. On ne comprend pas très bien, parce que nous allons prendre le dernier cas ici, c'est le cas de Pero Louara Lubumbashi, qui a été visiblement malmené. Et on lui a carrément reproché d'être là, parce que selon les dires, il critique trop le chef de l'État, il n'a pas à être là. Mais vous-même, vous dites que tout Congolais est libre de circuler dans l'espace national. Qu'est-ce que vous êtes cadre de l'UDPS? Qu'est-ce que vous reprochez à Pero Louara? D'abord, Pero, c'est un ami. C'est un ami. J'ai, par plusieurs occasions, été sur son plateau pour parler République. J'ai de la compassion pour lui, pour ce qui lui arrive. Je crois que toutes les déviations, d'où qu'elles viennent, nous les condamnons. Je fustige en fait Madame Kimontou. Pero a été attaqué, dit-on, on entend à travers le média et tout. Tout de suite, c'est l'UDPS qui attaque Pero. Est-ce que les gens ont de preuves qu'il s'agit bien là des combattants de l'UDPS qui en veulent à Pero? Je ne pense pas. L'UDPS est un parti de tolérance. La tolérance fait que même au sein de notre parti, il y a toujours des points de vue qui sont divergents. Les insultes aussi, c'est la tolérance? Je ne sais pas si... Sur les réseaux sociaux, vraiment, c'est la vie de tous les jours. Non, il faut reconnaître que le web, avec toute l'armée numérique telle qu'elle est faite, avec la transition que le monde connaît, il n'y a pas un peu de l'ordre à travers les réseaux sociaux. Vous voyez, quelqu'un peut porter les titres de Kimontou et commencer à débiter des choses. On peut pirater les comptes de Kimontou. Vous ne trouverez pas, dans une logique normale, de cadre de l'UDPS, voies par lesquelles on peut peut-être donner un message, insulter. Vous n'entendrez pas ça. Ben, que les gens s'insultent à travers les réseaux sociaux. Nous-mêmes, cadres de l'UDPS, nous en sommes victimes. Tu publies une information sur le chef de l'État et tu as des gens qui t'insultent. Est-ce qu'on va dire que ceux qui insultent viennent de Martin Fayoulou parce qu'il est opposant? Nous ne le dirons pas. La liberté que donne le web nous met en difficulté. Voilà pourquoi le président de la République a voulu que, pendant que nous connaissons cette transition numérique, qu'on ait un ministère qui est chargé de ça. Ça veut dire quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour sécuriser, lutter contre la cybercriminalité et toutes les infractions qui vont avec. Donc, les gens peuvent insulter. Il y a d'ailleurs un auteur qui a dit que les réseaux sociaux auraient donné la parole même aux idiots, qui ne pouvaient pas s'exprimer à des endroits avec des personnalités. Ils ont la liberté de le faire à travers le web. C'est déplorable, vous êtes journaliste, je pense qu'il n'y a aucune éthique. Même les non-journalistes, ils peuvent mettre à la place publique des informations, des contre-vérités, des choses, nous combattons cela. Et donc, l'UDPS n'a jamais insulté, ça vous pouvez être sûr, l'UDPS, parti politique, ne peut pas insulter. Okay. Chez nous, c'est la contradiction, le débat, le respect de l'opinion des uns et des autres, parce que la Constitution prône la liberté d'opinion. Et donc, si il faut aussi reconnaître que vous êtes journaliste, peut-être vous développez une position. Il y a aussi des fanatiques au président Félix, comme il y a aussi des fanatiques, par exemple, à Sama Lukonde. Peut-être quand vous critiquez régulièrement, les gens n'ont pas la même appréhension de la démocratie. Pour certains, parce que ce monsieur nous critique nuit et jour, il ne peut pas venir dans notre messe. Vous voyez? Je ne vous vois pas, je sais que vous êtes un journaliste professionnel, je sais que vous avez la liberté de venir chez nous au parti, peut-être pour couvrir certaines situations, mais je m'imagine... J'ai peur d'être lapidé. Je m'imagine que vous ne pouvez pas, carrément. À travers peut-être vos positions, vous vous dites, si je vais alimenter, c'est peut-être pour que certaines personnes s'en prennent à moi. Je ne sorte pas vivante, disons la vérité. Non, bon, en fait, ça veut dire que quand on développe certaines positions, il faut à un moment donné essayer de rester un peu constant dans ce que vous faites. Il ne faut pas faire... Dans quelques mois, là, je ne peux jamais aller couvrir quelque chose à l'UDPS. Non, vous pouvez sans problème. Je suis allé. Hein. Je me mets à votre place. Je me dis, vous avez des positions que vous développez. Tous les combattants de l'UDPS, peut-être, ne peuvent pas percevoir ça dans le cadre d'une démocratie. Certains peuvent penser que vous vous en prenez à leur champion. Vous voyez?
il peut y avoir des réactions que nous condamnons. Voyez-vous? Mais généraliser ça, dire que partout où on frappe un journaliste, partout où on s'attaque à un journaliste, c'est des risques de métier. Okay. À un moment, vous faites avec. Et les propos de Peter Kazadi, que je salue en passant, qui dit que la plus grande responsabilité revient aux journalistes par rapport aux efforts que fournit le chef de l'État. Moi, personnellement, j'ai lu les promesses du chef de l'État, une partie d'ailleurs, et peut-être beaucoup n'ont pas compris la démarche. Je ne fais que rappeler et dire aux gens où nous en sommes avec les promesses. Comme vous dites, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Et Peter Kazadi nous dit la responsabilité, c'est nous, parce que nous ne parlons pas du côté positif du chef de l'État. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Est-ce que c'est notre faute à nous, journalistes, si ce que fait le président n'est pas connu? Non, écoutez, ça veut dire que l'honorable Peter est dans une démarche. Moi, je les salue également. C'est celle de dire que vous, journalistes, vous êtes éducateurs de masse. Vous voyez, les journalistes, par vos papiers, par ce que vous faites, vous pouvez influencer une opinion. Il part d'un constat. Il remarque que oui, nous pouvons reconnaître une certaine défaillance dans le chef de la communication, soit du président de la République ou du gouvernement. Nous pouvons reconnaître une défaillance. On dit, ben, peut-être les choses ne se font pas comme elles devraient l'être. Mais maintenant, ça devient une mauvaise foi. Quand on constate que oui, même si les services sont défaillants, vous traitez les informations. Les informations que vous trouvez par de faits qui existent. Est-ce que vous, journalistes, vous n'avez pas vu la route des 150 km qui va relier 3 villes du pays, de l'autre côté, au Katanga, dans les Tanganyika et tout ça? Est-ce que vous ne voyez pas ça? Est-ce que vous, journalistes, vous n'avez pas vu qu'ici, à Kinshasa, par exemple, terre jaune et asphaltée? Est-ce que vous ne voyez pas, vous, journalistes, qu'aujourd'hui, on peut partir des Linguessa pour sortir à Mongafou? Est-ce que vous ne pouvez pas en parler? Mais la balance, elle est tellement déséquilibrée que même si le journaliste parle de la route Linguessa, la balance est tellement déséquilibrée que le social pose problème. Je peux parler de la route Linguessa, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. La route, un fait, par rapport à 5 faits négatifs, la balance est déséquilibrée. C'est pour ça que ça donne l'impression que les bons côtés du chef de l'État, on ne le dit pas, on en parle, mais par rapport à un fait positif, par rapport à 5 faits négatifs, la balance est déséquilibrée. Non, par exemple, quand vous parlez de l'eau, vous êtes journaliste, vous connaissez que de l'autre côté, à Lembaïmbou, il y a une usine de captage d'eau qui est presque finie, par exemple. De l'autre côté, à Ngaliema, vous avez vu l'usine qui est presque terminée. Mais quand moi, aujourd'hui, j'ouvre mon robinet, il n'y a pas d'eau, je dis quoi? Il n'y a pas d'eau, mais l'usine... Vous n'allez pas nous apprendre notre métier. Je ne vous apprends pas le métier. Mais écoutez, il faut que vous partiez sur des bases un peu objectives. Qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Ou qu'est-ce qu'on a eu? Est-ce que nous avions cette eau-là de manière régulière? De tout le temps, on se plaint toujours de l'eau. Les régimes se sont succédés pendant plusieurs années. La problématique de l'eau et elle fait toujours surface. Et ça s'empire. Mais écoutez, c'est ça que vous ne voulez pas dire. Et ça empire. Non, ça s'empire. Non, ça peut être pour des considérations objectivement défendables. Objectivement, ça s'empire. Ça veut dire que la ville de Kinshasa ou la ville du pays n'était pas, par exemple, préparée à recevoir cette démographie. Tous ces gens que nous avons. Ça veut dire que peut-être on a fait... l'eau devrait être partagée, par exemple, pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 100 millions d'habitants. Donc, vous, journalistes, objectivement, vous devriez reprocher ceux qui sont passés au pouvoir pour dire qu'est-ce que vous avez fait pour ne fût-ce que compenser ces manques. Maintenant, Félix arrive. On doit dédouaner ceux qui sont présents. Non, je ne vais pas dédouaner. Alors, Félix arrive, il dit, il n'y a que des anciennes usines qui existent, qui n'ont qu'une capacité, par exemple, minimisante. Une capacité qui n'arrive pas à faire face. Il construit des usines dans chaque ville. À Kinshasa, nous en avons 2. Déjà, presque fin prêt, ces usines-là. Il faut en parler. Il faut dire que pour compenser notre manque à nous, le régime a mis en place un projet. Le projet est fini.
Et maintenant, c'est l'étape de la distribution. Esprit. Par exemple, tout ça, c'est objectivement défendable. Objectivement défendable. C'est tout ce que nous, on veut. Ouais. On parle de la communication. Ouais. Vous avez créé une structure combattue aujourd'hui. On n'en veut pas. Ouais. Et pourtant, à l'époque de Joseph Kabila, on nous a presque vendu du vent. Ouais. Pourquoi? Parce que la communication était très forte. C'était du matraquage, presque. Ouais. Mais aujourd'hui, vous, là, qui êtes au pouvoir, moi, j'ai besoin de Donald Kabasele pour que j'ai aussi des informations. Moi, je suis intervieweuse. Si. Je ne peux qu'interviewer les gens. Ouais. Mais quand, chez vous-même, là-bas, on dit non, on ne veut pas de cette structure. Les communicateurs de l'Union Sacrée, on n'en veut pas. Qui va communiquer? Non, mais écoutez, la communication est différente du journalisme. Moi, j'ai besoin de communicateurs qui vendent l'image du chef de l'État. Mais si vous-même, vous ne voulez pas qu'on vende cette image, nous, on fait quoi là? Bon, il faut dire que... vous êtes combattu par votre propre structure, hein, par votre propre parti. Non, disons la vérité. Non, on ne veut pas de vous. Notre parti ne combat pas. Notre parti... Et on a suspendu, non? Non, ça c'est... S'il vous plaît, ça c'est... Il y a eu certains amis, il faut le dire, qui se comportaient un peu pas de très bonne manière, ok, dans leur communication. Le CG a décidé que l'histoire des communicateurs telle qu'elle a été montée par ces amis-là ne devrait pas exister. Donc vous ce n'est pas pour de refaire cette structure. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut y apporter des améliorations, essayer d'encadrer pour que les choses se passent de la très bonne manière. La communication, c'est l'argent. Donald Kabasele, la communication, c'est l'argent, même ailleurs. Oui. Une des revendications de nos compatriotes, c'est qu'ils n'étaient pas soutenus financièrement. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que vous allez vraiment penser à ça? Parce qu'on ne veut pas, l'argent est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, l'Ukraine, la Russie, c'est la com. Ouais. Ils achètent des espaces, ils sur Internet, partout. Ouais. Mais si vous ne le faites pas, mais la communication du chef de l'État est biaisée. Mais donnez l'argent. Donnez l'argent. C'est comme ça que ça se passe de par le monde. Une très bonne interpellation. Et je pense que de la même manière que vous le faites, toutes les autorités politiques de l'Union Sacrée ou de l'UDPS, mon parti, doivent effectivement prendre conscience qu'à l'époque du numérique, vous voyez, il y a des moyens à mettre en jeu pour travailler son image, pour travailler ses actions. Parce que aujourd'hui, vous posez des questions, tout le monde pose des questions. Qu'est-ce que Félix a fait dans 3 ans? Exactement. Certaines personnes se disent il n'a rien fait. Mais quand vous prenez ne fût-ce qu'une comptabilité de ce que lui a pu faire dans 3 ans, vous comparez à ce que les autres ont fait pendant 18 ans, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des choses à dire sur le bilan de Félix. Mais on a l'impression que ce n'est pas suffisamment vendu, ce n'est pas bien présenté, et tout ça, c'est un besoin réel. On n'a pas besoin de passer par... On doit reconnaître ça, qu'au niveau de la com, nous avons une défaillance. Les reconnaître, ce n'est pas sorcier. Exactement. Voilà pourquoi nous disons, nous nous sommes proposés, nous avons dit, est-ce que, bon, parce qu'en voyant la léthargie, le fait pour certains de responsables d'être un peu attentistes, est-ce que nous, on ne peut pas faire le pas? C'est ce qu'on a fait et c'est ce que tout le monde apprécie. Allez-y, c'est vrai qu'il y a quelques brebis galeuses, des gens incontrôlés, qui ne manquent pas en politique, qui peuvent venir pour des pots de banane. Mais nous tenons à ce que cette image-là, elle doit être soignée. Mais certainement, il faut que des moyens suivent. Parce que, on ne va pas prendre l'espace de Paulette Kimuntu, on ne va pas faire déplacer Paulette pour qu'elle fasse des reportages, qu'elle interviewe de maman, qu'elle voie qu'on descende dans des chantiers. On ne va pas le faire avec nos moyens, ça c'est sûr. Il faut que certains moyens soient mis en place pour travailler toute cette image-là. Mais je peux vous rassurer que c'est des choses qui sont en train de se faire. Et nous encourageons les autorités à continuer sur cette lancée. D'ailleurs, je profite de votre micro pour réactiver encore davantage son Excellence Patrick Mouyaya, que je salue, qui a été très ouvert, qui a été très réceptif et qui a vu qu'il fallait appuyer. Parce que nous ne ferons pas une com en dehors du gouvernement, on ne fera pas une com en dehors de la presse présidentielle. Ça veut dire que nous allons servir des relais à ces institutions-là. Et il faut que le moyen suive pour que nous parlions du président. Exactement. Merci. Nous allons parler du président qui se trouve actuellement à Nairobi, au Kenya, et qui doit normalement rencontrer les forces rebelles. Là-bas, c'est je crois, une des recommandations de cette réunion. Mais la tutosphère congolaise, Donald Kabasele, n'est
En tout cas, la grande partie n'est pas pour. Hein. Ils ont dit, il y a déjà eu des négociations avec le M23. Ils ont été, le M23 est au gouvernement et à l'Union sacrée, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on doit encore négocier avec eux? On doit parler de quoi, au fait? Pourquoi ne pas renforcer notre armée, Donald Kabasele, et en finir et en découdre une fois pour toutes avec ces forces négatives, ces forces rebelles? Madame Paulette, la réalité, c'est que ces forces sont en débandade. Les forces rebelles sont en débandade terrible. Et ce n'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde sait que tous ces rebelles à l'est du pays viennent de nos voisins. Pour la plupart. Nous ne le disons jamais officiellement. Non, nous ne le disons jamais on le officiellement. sait, on le sait. On le sait, mais on ne le dit pas officiellement. C'est pourquoi d'ailleurs nous travaillons régulièrement avec nos voisins. Pourquoi? Parce qu'ils ont des ressortissants qu'on arrête ou pour les raisons des guerres qui sont tués, ainsi de suite. Voilà pourquoi, bien avant, parce que les gens pensent que c'est une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté. Bien avant, vous avez l'accord cadre d'Addis Abeba qui avait découché au mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Dans cet accord, il réclame ses dûs d'ailleurs. Voilà, dans cet accord, il a été dit que les dialogues devraient être privilégiés. Parce que il y a le mécanisme de règlement pacifique des différends, il y a aussi la mesure coercitive. Même au niveau de l'ONU, le chapitre 7 traite de la force et les autres chapitres, vous voyez, s'attellent sur le procédé pacifique de règlement des conflits. Ça veut dire que dans un conflit, dans une guerre, à la dimension de celle qui se fait à l'est du pays, dont les forces se sont vues dans une sorte d'industrie qui leur donne d'argent. Il y a des multinationales derrière les groupes armés. Il y a des pays entiers derrière des groupes armés. Et donc, il y a un côté dialogue, un côté politique qui peut être amorcé. Donc, la diplomatie, ça veut dire, nous connaissons qui sont en train de financer ces gens. Ils sont peut-être nombreux qu'on ne peut pas les attaquer au même moment, mais on peut dialoguer. Voilà pourquoi il y a eu 2 résolutions au mini-sommet qui s'était dit de l'autre côté au Kenya. D'une part, on a pris l'aspect diplomatique et on a autorisé au président kenyan de justement voir dans quelle mesure il peut recevoir des groupes qui se revendiquent à l'Est comme des groupes armés. On peut les écouter, savoir quelle est leur appréhension de la chose. Ça, c'est du côté diplomatique. Mais on a aussi pris une deuxième résolution. C'est celle de dire que tous les États partis à ces mini-sommets donnent encore le pouvoir et même de moyens au président Félix d'activer le feu dans la partie à problème, dans la partie Est. Ça veut dire que ça ne va pas nous empêcher de continuer de battre l'ennemi sur les terrains. Nous allons le battre, nous allons le sanctionner, mais on ouvre aussi une brèche pour permettre que, peut-être, comme la force de feu elle est tellement criante, ben, les gens peuvent se convertir, ils peuvent dire, nous on abandonne, mais peut-être, il y a toujours des choses qui se disent. Mais ce n'est pas pour prendre ces rebelles-là et les brasser ou carrément, non. Il y a déjà un processus de l'ONU qui a été mis en place. Les DDR, ça veut dire démobilisation, réinsertion et tout ça. Donc ça, c'est déjà automatique. Donald Kabasele, on m'a dit de vous poser cette question. Pourquoi les Ougandais et les autres ne dialoguent pas avec leurs mouvements rebelles qui ont leur base arrière chez nous? Non, pourquoi on nous impose à nous de dialoguer avec eux, mais eux ne veulent pas dialoguer. Eux, le Rwanda, par exemple, ne veut pas rapatrier ses réfugiés chez lui. Mais le Rwanda préfère prendre des réfugiés d'Angleterre et les ramener chez lui. Donc on ne comprend pas tout ça. Est-ce que la RDC ne part toujours pas en position de faiblesse quand il s'agit de ces réunions? Pas du tout. D'abord, je vous rassure qu'aujourd'hui, si la RDC se présentait dans ces conflits en force, en faible, en position de faiblesse. En position de faiblesse, aujourd'hui, c'est en position de force que la RDC négocie. Je vous dis, aujourd'hui, le Rwanda a perdu 40% de son économie. Vous avez vu New York Times, après son enquête, ce sont des Américains, sur le minerai que produisait le Rwanda. Ils se sont demandé, mais comment votre production a baissé de 40%? La réponse est que les FARDC se battent dans la partie Est. Oui, ils ont délogé toutes les forces rebelles
pour la plupart. Ils ont récupéré des aéroports entiers qui servaient de ravitaillement et d'acheminement de matières. Ils ont démantelé tout, comment je vais dire, tout cet arsenal-là. Ok? Aujourd'hui, les rebelles est poursuivi jusqu'à son dernier retranchement. Vous avez vu les témoignages de rebelles qui ont été capturés qui disent maintenant on ne peut plus, on veut rentrer chez nous. On ne peut plus rester dans un endroit une semaine. Si vous êtes là, les FARDC arrivent, nous sommes obligés de fuir. Mais il y a 18 ans, il y a 20 ans, ils étaient dans des localités de manière permanente. Ils exploitaient, ils envoyaient. Donc aujourd'hui, le Rwanda est en position... L'état de siège est une bonne chose. Oui, le Rwanda est en position de faiblesse. Ça, il faut que les Congolais le sachent. Merci de communiquer. C'est cette faiblesse-là qui pousse le Rwanda à se dire il faut qu'il se ravitaille. Ça veut dire il doit aller chercher des Afghans, il doit aller chercher des... pour créer une situation au bord de nos frontières. Créer une sorte de no man's land. Par exemple, par exemple, parce que quand il prend les gens qui viennent de la Manche, généralement c'est des Chebabs, c'est des Iraniens, c'est des gens formés pour la guerre. Ils acceptent que ces gens viennent à l'Est au moment où le Rwanda n'est pas capable de sécuriser ne fût-ce que les 3 millions de réfugiés. De prendre leurs propres réfugiés. Voilà par exemple. Donc, il faut que les Congolais comprennent que nos amis, nos voisins de l'Est, même si on les caresse avec la parole, même si on n'est pas très pointu en parole, le président est trop diplomatique, mais il fait très mal aujourd'hui aux Rwandais, aux autres voisins, de plus que ne le faisait son prédécesseur, Joseph Kabila. Est-ce que nos relations bilatérales sont bonnes entre nous et le Rwanda? Non, mais écoutez, il ne suffisait pas de dire à Kagame que je ne t'aime pas. Il ne suffisait pas de faire des conférences de presse pour dire que c'est le Rwanda. Il fallait agir. C'est ce que le président a fait avec les FARDC. On lui appelle, on dit c'est un pays frère, ami, on continuera d'être frères, mais nous allons battre l'ennemi sur notre sol. C'est ce qui est fait et ils sont en débandade terrible. Et donc, il faut que nous puissions capitaliser ça. Comment capitaliser ça? C'est-à-dire, par exemple, maintenant que les ennemis, vous avez vu le M23 qui ont fait un communiqué pour dire nous demandons un cessez-le-feu. C'est pour ça qu'ils veulent dialoguer. Nous voulons parler. C'est parce qu'ils sont en difficulté. Vous ne verrez pas de rebelles faire ça s'ils sont pas en difficulté. Mais nous leur offrons une brèche, alors ils vont encore entrer dans les institutions. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Échaudé, les Congolais ont un peu peur. Je peux vous rassurer, Madame Kimontou, que aujourd'hui, dans le concert des nations, la RDC a une parole qui pèse. Vous voyez tout ce président s'est déplacé. Vous avez posé une belle question. Vous dites, pourquoi les Burundais ne négocient pas avec les rebelles? Non. Quand je parle de l'accord cadre d'Addis Abeba, il n'y avait pas que la RDC. Ça veut dire que tout le pays de Grand Lac, dans cet accord, nous nous sommes décidés de mutualiser nos forces pour faire la paix. De parler, de dialoguer avec des adversaires ou des rebelles de nos pays pour trouver des solutions. Et au besoin, agir. Donc, même le Rwandais, même le Burundais, même tous ces gens, le dialogue, c'est à l'issue de l'accord cadre d'Addis Abeba. Que nous sommes, qui ne s'exécutaient pas, parce qu'il y avait certains hypocrites. Mais maintenant, que la RDC a mis la force de feu, les FARDC, rassurez-vous, les FARDC se prennent en charge. Okay. Et donc, c'est en position de force que nous négocions. Que nous négocions. Le Rwanda a encore acheté quelques hectares de terre, 12 000, au Congo-Brazzaville pour y pratiquer l'agriculture. Et je viens de voir une proposition que M. Bahati porte, que nous ouvrons, que nous aussi, nous puissions ouvrir nos terres aux expatriés pour y faire l'agriculture. Bonne idée, c'est vous? Écoutez, bon, je crois que le monde aujourd'hui, c'est devenu un village planétaire. Okay. Ça veut dire que nous devons... blanc, des trucs comme ça. Nous devons interchanger nos expériences. Vous trouverez en Zambie, il y a des investisseurs congolais. Vous trouverez en Tanzanie, il y a des investisseurs qui viennent d'autres États. Qui achètent des terres aussi là-bas? Il y a des Congolais qui achètent des terres? Non, les terres, même ici, à Kinshasa, c'est permis dans notre code foncier qu'un étranger peut acheter une parcelle, ici. Un étranger peut acheter, mais il a un contrat d'amphithéose. Ça, c'est les juristes. Aux gens. Ça veut dire c'est un contrat de 25 ans renouvelable. Okay. Quand il achète, ça veut dire que c'est pour 25 ans. Il peut exploiter après 25 ans, il le rend à l'État. Ou s'il renouvelle, il continue. Donc, déjà, si ça existe, du point de vue foncier, et si, par exemple, nous avons autant de terres arables,
Nous donnons ça, que les gens viennent. L'argent viennent. Imaginons, je vais qu'on se donne un exemple. Il y a une entreprise qui arrive qui dit, moi je vais faire l'agriculture, je vais produire le maïs, le blé, tout ce qui va avec. Je vais amener l'expertise, le machine et tout. Pourquoi on va refuser avec une terre qui chôme, par exemple? Et si on libéralisait, on dit, ben, si vous avez des grands projets sur l'agriculture, venez, investissez chez nous, produisez le maïs, produisez. Ça sera la RDC qui produira. Même quand ça sera exporté, ça ira avec les cachets made in DRC. Voyez-vous? Vous voyez par exemple les Chinois, ce qu'ils ont fait. Ils ont racheté beaucoup de sociétés européennes qui produisent chez eux et qui exportent. Voyez-vous? La Chine gagne. Donc il ne faut pas qu'on voie tout avec un œil un peu ségrégationniste, ok? Ségrégationniste. Mais il fallait voir aussi les choses de la manière la plus objective pour se dire, nous pouvons avoir des opportunités d'affaires. On n'a pas besoin de rester fermés sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fera de ces terres arables? Oui, le gouvernement peut avoir des projets, mais l'investisseur, l'entrepreneur peut aussi promouvoir pour qu'on crée d'emplois, on crée des occasions. Moi, je pense que c'est de bonnes lois. Donc, le prof Bahati n'a pas tort de proposer cela, mais il faut laisser la primeur à ceux qui décident, soit les sénateurs, soit les députés nationaux, de voir s'ils peuvent voir les choses dans cette direction-là. Mais déjà, l'idée n'est pas mauvaise du tout. L'augmentation de salaire des fonctionnaires, c'est un bonus, c'est une des promesses tenues par le chef de l'État. Mais moi, je lis tout le monde. Hein. Je prends toujours toutes les réactions. D'autres disent, OK, c'est vraiment un pas. Mais j'ai lu Noël Tchani qui a dit, bon, on augmente sur quoi? Sur quel salaire? On n'a même pas de SMIC et tout ça. Et c'est vraiment insignifiant. C'est une goutte d'eau dans l'océan, en fait, prenant cette expression-là. Et beaucoup de mes compatriotes disent, c'est vraiment rien quand on prend par exemple les émoluments des députés, parce que c'est eux l'exemple, c'est eux les riches en fait, si on prend les salaires, le niveau de salaire. Comment chez les députés ils ont autant et on ne parvient pas à augmenter vraiment d'une manière, comment je peux dire, Obanamboka va sentir qu'on a vu quand même quelque chose. On a dit que c'est trop peu. Est-ce que pour vous, Donald Kabasele, c'est l'intention ou l'action qui compte ou c'est le chiffre qu'on a mis pour augmenter qui compte? Merci, madame. Je suis content que vous aussi, vous compreniez que c'est quand même quelque chose. Au moins, là, tous les compatriotes qui vous ont posé des questions, même nous-mêmes, nous sommes d'accord que c'est quand même quelque chose. Au lieu que quelqu'un reste avec 100 000 francs, par exemple, si on lui dit, on ajoute 50 000 au-dessus, c'est quelque chose, même si ce n'est pas signifiant. Voyez-vous? C'est quand même quelque chose. L'idéal, c'est qu'un Congolais sache comment nouer les deux bouts du mois. Mais comment on n'a jamais eu un SMIC chez nous? Comment on n'a pas de SMIC? Il y a un SMIC qui n'est pas respecté. C'est combien? Il y a un SMIC qui n'est pas respecté. C'est combien? Les salaires minimums, et vous allez lire, il y a 2 lois qui existent en la matière. C'est combien? Ça dépend. Non, s'il vous plaît. Non, mais même les ça dépend là, c'est combien? Oui, j'ai dit ceci. J'ai dit qu'il y a quand même un SMIC. Vous allez lire les lois. Vous allez trouver qu'il y a un salaire minimum. Un salaire minimum légal. C'est combien? Non, je ne veux pas entrer dans ce débat. Je vais vous dire, madame Kimuntu. Alors, nous voulons que les Congolais aient la capacité de se faire des vacances, d'avoir quoi manger, quoi nourrir sa famille et tout ça. Mais nous venons quand même de loin, madame Kimuntu. Vous voyez? Nous venons de très loin. Nous constatons, parce que les gens trouvent que quand on rappelle les autres années passées, ben, c'est juste pour nous justifier. Non. Dans ces pays, nous aurions eu d'autres chantiers. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On fait presque les commencements. Et pourtant, nous avons connu des dirigeants qui nous ont gérés pendant autant de temps, qui n'ont peut-être dans ce secteur-là rien fait. Aujourd'hui, je crois que c'est un bémol, on parle de notre économie qui serait extravertie. Mais on ne se pose pas des questions. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour stimuler la production locale? Pendant toutes ces années, il n'y a rien qui est fait. Nous avons toujours une économie qui dépend de l'extérieur. Ce qui veut dire que quand il y a un choc au niveau de l'extérieur, nous en subissons directement. On parle de salaire. Aujourd'hui, nous avons remonté le budget qui était de 4 milliards à 10 milliards de dollars. C'est quelque chose. Mais par rapport aux besoins, nous sommes conscients, nous-mêmes du pouvoir, que même 10 milliards, même 20 milliards de dollars de budget, ça sera insignifiant pour le besoin que nous avons comme pays.
Mais nous devrions quand même commencer quelque part. Parce que ces gens, ces fonctionnaires, il faut reconnaître qu'ils ont attendu toutes ces années, madame, 18 ans on peut dire, pour ne fût-ce que voir un salaire revu à 30%. Quand même. Et nous, ça ne nous réconforte pas. Nous ne nous enorgueillissons pas. Nous ne disons pas que nous avons fait un miracle. Mais nous sommes étonnés de constater que ces gens sont comme ça pendant toutes ces années. Et ce sont des délaissés pour compte. Et le président dit, à travers sa politique, du social bien sûr, il fallait quand même revoir à 30%. C'est pour qu'on n'ait pas assez de chocs. Parce qu'il n'y a pas que eux. Vous voyez, il y a des enseignants de l'autre côté. Vous voyez, il y a des enfants qui doivent avoir de l'emploi. On doit aussi engager les autres Congolais qui sont dans le chômage. On doit créer des emplois. On doit faire des routes. On doit faire des ponts. On doit faire des rails. On doit faire des aéroports. Vous voyez, on doit faire tout ça. Mais avec quel budget? Avec quels moyens? Alors, il fallait sécuriser d'abord ce qui entre. Le peu là qui entre. Que ça arrive quand même dans les caisses. Il faut lutter contre la corruption. Il faut lutter contre les détournements. Mais tout ça, apparemment, les gens ne sont pas prêts à comprendre ça comme ça. Ils veulent qu'il y ait un changement tout de suite. Donald Kabassé, parce que l'attente a été longue, il faut comprendre les Congolais aussi. Si, on les comprend. Donald Kabassé, est-ce qu'il y a une nomenclature ici en République démocratique? Y a-t-il des apparatchiks ici, maintenant, sous votre régime ou sous ce régime? Y a-t-il des apparatchiks? Non, écoutez, nous avons un régime de gens qui sont quand même sincères. Ça veut dire qu'il y a eu des promesses de campagne. Vous allez constater, de tout le candidat président de la République, avant 2018, vous avez été dans tous les salons pour écouter le programme. Le programme qui n'était pas coûteux, c'était le programme du président Félix, qui avait étalé un budget de 4... Dans votre... je vais vous dire, je connais votre réponse. Dans ce régime, y a-t-il de nouveaux riches, de nouveaux millionnaires? S'il vous plaît. Parce que beaucoup disent que... Permettez, parce que moi, je prends vraiment les questions de la population. Vraiment, de terre à terre même. Je préfère même des fois des questions terre à terre pour que le communicateur puisse nous expliquer. Beaucoup disent, en moins de 3 ans, on a des nouveaux riches, on a des millionnaires qui s'achètent des maisons à Dubaï, en Turquie et ailleurs, qui roulent en bolide et tout ça. C'est ce qu'on appelle les apparatchiks, la nomenclature. Y a-t-il aujourd'hui cette nouvelle classe? S'il te plaît. De ceux qui ont le pouvoir à peine 3 ans. Pourquoi je vous rappelais ça? Je vous ai dit que nous avons eu un budget de 86 milliards étalé sur 10 ans. Si vous faites une moyenne, vous trouverez que Félix est correct. Ça veut dire qu'on a 8,6 milliards par année. En réalité, dans les prévisions, s'il faut prendre 86 milliards à étaler sur 10 ans. Vous voyez? Nous sommes aujourd'hui avec un budget de 10 milliards. Ça veut dire qu'on a largement dépassé même nos prévisions, nos propres prévisions. Nous sommes à 10 milliards. L'objectif, c'est d'aller bien au-delà. Mais effectivement, ce genre, tout autour, il y a certains qui viennent avec pas des intentions d'aider le président dans cette démarche, vous voyez, qui s'illustrent par cette bourgeoisie, qui sont dans des coopérations, qui sont dans des combines. Ces gens existent. Voyez-vous? Et nous les dénonçons de partout où ils sont. Et si le président apprend qu'il y a des gens qui font ça, ils sont sanctionnés. C'est pourquoi on arrête des gens pour détournement de deniers publics. C'est pourquoi on arrête des gens pour corruption et tout ça. Mais écoutez, il ne faut pas aussi qu'on dise de manière très légère que moi, par exemple, je suis avocat de mon État. Vous voyez? Avocat, avant le pouvoir, je suis avocat, j'ai quand même des dossiers qui me permettent de vivre. Si je deviens ministre, ça veut dire que j'aurai une dotation en termes de véhicules, de carburant. Peut-être j'aurai 3 véhicules. J'aurai un personnel, j'aurai un budget à gérer. Vous ne me direz pas que je vivrai de la même façon. Je pouvais avoir une maison de 200 $ ou de 300 $. Avec mon salaire, ça peut me permettre d'avoir une maison de 1000 $. Vous voyez? Mais ce contraste-là, c'est que quand la population voit que ah, ce monsieur, on était avec lui. Maintenant, il est devenu ministre. Ah, les gens aussi ont l'intention de dire, ben, a commis nouveau risque. Ça aussi, il faut que les gens comprennent que quand on a des responsabilités de l'État, ce sont des responsabilités qui ont aussi une certaine, je vais dire, dignité. Vous voyez? Et il y a des moyens qui suivent.
Il ne faut pas maintenant qu'on dise, ben, parce que celui-ci roule carrosse, donc il est devenu nouveau riche. Si son salaire peut lui permettre de s'acheter une voiture, je ne vois pas les mal. Si son salaire peut lui permettre de s'acheter une maison, je ne vois pas les mal. Mais je condamne ceux qui sont là pour piller les deniers publics, ceux qui sont là pour voler l'argent de l'État, appauvrir certains Congolais pour leur propre bonheur. Et ces gens-là, si vous connaissez leur nom, rassurez-vous que nous serons le premier à le dénoncer. Pourquoi un fonctionnaire congolais ne pourra jamais acheter une voiture avec son salaire? Ouais, c'est ça l'idéal, en fait. C'est l'idéal, ça veut dire... On ne pourra pas jamais voyager avec son salaire. Ouais, parce que c'est pourquoi nous avons... On ne pourra jamais faire du tourisme avec son salaire. Il y a des choses que j'apprécie, par exemple, dans l'ancien régime. Le fait, par exemple, d'avoir fait que tous les fonctionnaires soient bancarisés. Vous voyez? Qu'ils passent d'abord par un circuit bancaire. Ça permet que, comme la banque sait qu'il y a une... comment on dit? Il y a un salaire qui est permanent, les banques peuvent prêter à certains fonctionnaires de l'argent. Il peut prendre un crédit, ok, aujourd'hui, et il peut s'acheter une voiture. Même en Europe, vous ne me direz pas que les gens, ils achètent une maison parce qu'il a gagné l'argent. Non, ils prennent un crédit parce que la banque est sûre que monsieur, comme il est régulièrement payé, son salaire est tracé, avec autant de temps, il peut payer. C'est ça l'idéal. C'est comme ça qu'on construit un État. Et il y a des fonctionnaires, rassurez-vous. Rassurez-vous, même quand on dit ils ne sont pas payés, ils ne sont pas. Vous connaissez des fonctionnaires qui vivent bien. Ça, c'est sûr. Ça, c'est en dehors, hein, vous le savez. Ah non, mais vous savez qu'il y a des fonctionnaires... Normal, parce que, pourquoi? Parce que pourquoi? C'est d'ailleurs quelque chose à combattre. Exactement. Nos fonctionnaires, certains, détournent un peu le denier public. Ça veut dire... Au lieu que ça passe par un circuit normal, ils savent ce qu'ils font. Bamadé Sabana, ceci, c'est là. Ce qui entre dans la caisse de l'État est minime. Mais vous serez étonné de voir que quelqu'un qui touche 200 000 francs, il roule avec une voiture qui coûterait par exemple 50 000. Il n'a pas pris un crédit dans la banque. Ok? Il a une parcelle qu'il construit, mais c'est un fonctionnaire de l'État. Ça veut dire même quand on parle de fonctionnaire de l'État, essayons de faire cette part des choses. Il y a des délaissés pour compte. Et il y a des bourgeois dans les fonctionnaires de l'État. Alors, si tout ce qu'ils ont en dehors de leur salaire était orienté vers les caisses de l'État, ça peut permettre une redistribution normale de ces richesses qui peuvent permettre à tout fonctionnaire de voir comment il peut rêver. Et c'est possible. Voilà pourquoi il y a d'abord les changements de cette mentalité-là. Nous devons tous comprendre que nous devons nous battre pour l'intérêt commun et c'est des choses qui permettront que les choses avancent. Nous allons parler un peu de la loi, nous allons à l'Assemblée nationale, dans Kabengele. Kabassili. Kabassili, mon Dieu. Tous les Kabengele, bonjour. Ouais, bon. La loi qu'on doit réformer pour vous pratiquement, hein, moi j'aime bien les exemples, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit reformuler dans la nouvelle loi électorale? Qu'est-ce que vous proposez en fait? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on change? Merci beaucoup. C'est ce que le peuple veut. Parce que, rassurez-vous, nous ne sommes pas un pouvoir qui n'écoute pas la population. Il y a eu des élections en 2018, ok? Nous pouvons faire tous les commentaires du monde, ok? Nous sommes conscients que Joseph Kabila, avec sa machine de l'époque, n'avait peut-être pas permis que les choses se passent de la plus bonne manière. Dieu les avait confondus parce que les Congolais avaient voté pour le président Félix, qui est devenu président de la République. Mais nous avons suivi certains qui disent, ils n'ont pas publié les résultats bureau par bureau. Le seuil a permis la tricherie. Certaines personnes non connues se sont retrouvées députées. Certains qui n'ont même pas postulé, ils se sont retrouvés sur les... Parce qu'il fallait parler du seuil. Le seuil qui nous avait jamais été donné parce qu'on ne sait pas le PPRD avait eu quel seuil. De combien de pourcentage? L'UDPS avait eu quel seuil? De combien de... On n'a jamais connu ça, mais on s'est servi de ces textes pour tricher. Vous voyez? Les gens veulent qu'il y ait une transparence. Tout le monde a décrié les élections de gouverneurs en disant il y a trop de corruption. Les sénateurs, il y a eu trop de corruption. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les choses se fassent normalement? Voyez-vous? Ce sont ces questions-là qui intéressent. Mais quand j'ai lu la nouvelle loi telle qu'elle est proposée, elle supprime le seuil. Elle supprime le seuil. Elle supprime le seuil et ils disent... Qu'est-ce qu'on propose à la place? Voilà, à la place du seuil, ils parlent de la représentation par parti politique ou groupement politique de 60% des sièges à compétir. Ça veut dire,
Vous voulez être un parti politique pour avoir droit au chapitre. Sur base de 500 sièges à proposer, vous devriez, en tant que parti politique, avoir la capacité de présenter plus de 60% de ces sièges-là, sur toute l'étendue du territoire national. Ça va faire qu'aucun parti ne va s'hasarder, s'il est un petit parti, à justement, je ne sais pas, faire quoi que ce soit. Il faut que tu sois implanté partout pour te représenter 60%. Donc, on a compensé le seuil autrement. Parce que là, c'est traçable. Les partis politiques sont connus. Ben, quand vous avez 60% de sièges, ben, on s'est dit, ben, à partir de ça, parce que l'idée du seuil, c'était justement d'effacer un peu de parti mallette, de permettre que le parti ait un ancrage national, qu'il puisse compétir. Au lieu qu'on trouve un parti qui se crée ici, le bureau est ici, tout se passe ici, le secrétaire général, c'est ta femme, je ne sais pas qui, de communication, c'est ton enfant, et on fait de bruit, et puis on devient député. Il fallait quand même supprimer ça. Aujourd'hui, les élections de gouverneurs, ça va se faire au 2e degré avec un système de parrainage au niveau des assemblées provinciales. Donc, c'est connu que si l'UDPS a autant de députés, si l'UDPS a déjà parrainé un candidat député gouverneur, celui-là va passer. Ça va diminuer un peu la corruption. Parce qu'au moins l'UDPS se sera décidé en tant que parti politique avec ce membre que, ben, parce que nous avons un certain poids, le nôtre candidat va passer. Les autres là, on ne verra pas des gens qui surgissent. Il n'a aucun parti politique, il vient avec son argent pour corrompre des gens et devenir gouverneur ou devenir sénateur. Ça peut résoudre ton soit peu. On a fait obligation du respect de l'article de la Constitution qui parle de la parité hommes et femmes. Vous ne pouvez plus présenter une liste des candidats députés nationaux ou sénateurs sans tenir compte de la parité. Donc, sur vos listes-là, si vous faites 100 députés candidats hommes, faites 100 candidats femmes. Ça favorise les femmes. Vous voyez, on est passé, il y a encore un autre, on a demandé qu'on affiche les résultats bureau par bureau de vote. On a supprimé la suppléance par parenté. Ah, ça, on veut supprimer. Oui, exactement. On a supprimé. Donc, vous ne pouvez pas être député, votre suppléant, c'est votre fils, votre tante ou quoi que ce soit. Si on constate, ça annule votre élection. Donc, vous voyez un peu, c'est quand même une loi à promouvoir, à appuyer. Mais écoutez ce que nos politiques font. Ils ne font aucune critique à cette loi, vous voyez, mais ils disent, nous devons aller dialoguer pour avoir une loi consensuelle. Mais quel consensus on va chercher en dehors de ces faits tels que prouvés? Qu'on dise en quoi la loi elle est mauvaise. Vous ne voulez pas le dialogue avec les opposants? Mais pourquoi? Je vais vous donner un exemple, Madame Kimontou. On dialogue quand on a un problème. Il n'y a pas de problème selon vous? Lequel problème? Tout est clean, hein? Il n'y a pas de problème. Non, dites-moi le problème politique que nous avons. Est-ce que les élections doivent être organisées en 2023, vrai ou faux? La CENI dit, je suis prêt à organiser ces élections dans le délai. Le gouvernement dit, j'ai de moyens, je vais financer. Maintenant, on va faire un dialogue pour nous entendre sur quoi? Vous êtes sénateur, vous êtes député national. Dites-moi, on se réunit ici chez Madame Kimontou. On parle entre politiques. Comment ça passe? Pour que ça passe, il faut qu'on soit dans une assemblée pour que la loi passe. Elle doit être votée. Qui sont pour, qui sont contre. On peut se voir, on parle, on arrive là-bas, les choses changent. On se dit non, ne suivez pas ça, votez ceci, cela. Ça part. Donc, les amis doivent nous éviter. Ils veulent qu'on glisse avec eux. Le temps, il ne me reste pas beaucoup de temps. La notion contre Mbosso, qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont des histoires alimentaires. Toujours alimentaires. Alimentaires, le ministre de l'économie aussi, c'était alimentaire. C'était alimentaire. Wow. Je vous dis que c'était alimentaire. Je l'ai dit et je continuais de le dire. C'était alimentaire. Okay. Il est parti. Il est parti. OK. Est-ce que le prix a baissé? Si c'était ça l'objectif, est-ce que les prix ont baissé? Est-ce que le problème du prix, c'est le ministre de l'économie? C'est un problème mondial. Il est parti. Oui, il est parti. Maintenant, ils font quoi? Ils vont attaquer Mbosso. Tout ça, on sait. Derrière, on cherche quoi? Il y a des gens qui sont en train de chercher à déstabiliser l'Union sacrée et nous leur disons de prendre garde. Sinon, on va les dénoncer. Toute dernière question, le dialogue Kassaye-Katanga, ça se passe déjà. Votre point de vue, votre lecture, il fallait ce dialogue, Donald Kabasile? Oui, il fallait réunir les communautés. Il fallait faire comprendre aux gens que nous n'avons qu'un seul pays. Le président a dit, on ne va pas dessiner une autre carte du monde ou de notre pays.
On ne fera pas une nouvelle carte. Nous sommes obligés de cohabiter comme nous sommes là. Nous sommes un pays, la RDC, ok, avec beaucoup d'ethnies, avec notre diversité culturelle, nous devons nous accepter mutuellement. Ok? Aujourd'hui, c'est vrai, les Katanga produisent un peu beaucoup de pourcentage dans le budget national. Ok? Mais c'est les caoutchoucs de l'Équateur, ok, qui a permis qu'on fasse la Gécamine. Vous voyez, je n'ai jamais vu les Équatoriens dire, eh ben, si les Katanga est ce qu'il est, c'est à cause de nous, le caoutchouc qui est venu d'ici, qui a été vendu, qui a permis qu'on construise la Gécamine et les autres sociétés. Nous devons nous accepter mutuellement. Ça veut dire, je vous accepte avec vos faiblesses et vos qualités. Nous sommes dans des familles où on a par exemple des frères qui sont un peu insupportables. Ça ne va pas directement couper les liens. Nous nous acceptons comme tels. Pour bien vivre avec lui, voilà ce que je fais. Si ne fût-ce qu'on fait ça, on évolue. Pourquoi on doit parler tribu à tout moment? Tribu, bisso, 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 bisso. Mais est-ce qu'on va faire les Congos seuls? Pas du tout. Il fallait qu'on soit liés. Parce que même quand vous allez au Katanga, aujourd'hui c'est 4 provinces. Vous voyez? Ces 4 provinces-là, si vous posez la question à chaque province, elle ne vous dira pas qu'elle veut négocier avec une autre. Ben c'est nous qui produisons assez, nous voulons rester. Les autres, non, c'est nous qui nous restons. Et vous voyez déjà, il y a des problèmes. Pourquoi on doit continuer à en créer? Donc, nos frères kassaïens doivent aussi accepter leurs frères katangais. Les frères katangais doivent accepter leurs frères kassaïens. Et c'est comme ça la diversité culturelle qui va nous permettre d'avancer. Merci beaucoup, Donald Kabasele. Merci en tout cas d'être passé. Merci beaucoup à nous. Merci. Comme vous l'avez dit, l'unité dans la diversité dans l'unité. Le président l'a dit, on n'a que ça. Il n'y aura pas un crayon pour retracer la République démocratique du Congo. Donald Kabasele l'a dit, beaucoup de choses sont faites. Bravo à l'équipe communicationnelle, en tout cas qui se bat sous la pluie, sous le soleil et tout ça pour venir à communiquer, donner en tout cas nous parler des bonnes actions du chef de l'État. C'est ça la communication. Mais communication, c'est l'argent. Et je le dis et je le répète et je l'assume. C'est comme ça partout dans le monde. Vous êtes au pouvoir, et ça bien. On se retrouvera très très prochainement.